Quelles leçons tirer 7 ans après l'intervention française au Mali pour arrêter l'offensive djihadiste? Alors que se tiendra bientôt un dialogue national, plusieurs voix s'élèvent pour critiquer les méthodes utilisées pour pacifier le Sahel. Nicolas Normand, bonjour. Bonjour Denise. De 2002 à 2006, vous avez été ambassadeur de France au Mali. Vous affirmez dans le livre que vous venez d'écrire, le grand livre de l'Afrique, que pour la principale cause des conflits, c'est la fragilité des États. Alors, à l'époque où vous étiez au Mali, est-ce que vous avez décelé des signes de fragilité qui annonçaient justement ce qui s'est passé en 2012 ? Alors personne, honnêtement, n'avait prévu ce qui allait se passer en 2012, c'est-à-dire quasiment un effondrement du Mali. On était proche d'un effondrement. Ensuite, cette crise a été dépassée. Mais en 2012, le Mali était coupé en deux et il y avait aussi un coup d'État à Bamako avec un simple capitaine qui prenait le pouvoir. Et ensuite, rapidement, l'armée française est intervenue en janvier 2013. Et ensuite, il y a eu un président intérimaire aussi. Donc la situation s'est rétablie assez vite. Mais alors, le Mali, jusqu'à présent, jusqu'en 2012, était considéré comme un bon élève sur le plan de la gouvernance. D'où est partie cette faille ? Alors, cette faille, elle est effectivement partie de la fragilité du Mali et des États sahéliens, parce qu'il n'y a pas que le Mali, et aussi des dysfonctionnements des États. La fragilité venait surtout des fonctions régaliennes, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie et la justice, qui ne fonctionnaient pas bien, qui d'ailleurs n'étaient pas non plus financées, parce qu'il y avait très peu d'impôts. Et donc tout ceci fonctionnait très très mal. Et en plus, des zones entières du territoire n'étaient pas contrôlées par personne, par l'État. Et donc c'était un Far West sans shérif. Et donc il s'est créé des groupes armés. En réalité, la situation n'a cessé de se détériorer. L'accord d'Alger, qui faisait une sorte de paix entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés du Nord, a entraîné une certaine tribalisation armée, parce que les groupes armés étaient autorisés à garder leurs armes jusqu'au désarmement qui était différé dans le temps. Aujourd'hui encore, ils ont toujours leurs armes. Et les autres communautés se sont senties menacées par ces groupes armés. Quand il y a des Touaregs armés qui se promènent, éventuellement des Songhai, des Peuls peuvent se sentir menacés. Et d'autre part, ces communautés qui n'avaient pas pris les armes, elles ont vu que des avantages étaient accordés à ceux qui avaient pris les armes par l'accord d'Alger, à savoir l'intégration dans l'administration ou dans l'armée, et donc ils se sont dit pourquoi pas nous. Donc c'était une incitation à prendre les armes. Les autorités maliennes, mais la même chose au Burkina Faso, devant l'extension des troubles et notamment devant les attentats causés par les djihadistes, on dit qu'il faut que les gens se défendent eux-mêmes. L'armée n'est pas en mesure de défendre les villages, les communautés, et donc ils ont délégué cette fonction de sécurité à des milices ethniques, des milices locales, des milices tribales. Qui font la loi aussi aujourd'hui. Voilà. Et alors ceci a, en quelque sorte, on l'a bien vu après, a aggravé la situation. Alors vous parlez également de la faillite de l'armée malienne, puisqu'elle a été battue par les djihadistes, et vous proposez son renforcement ou qu'elle soit réformée. Mais comment peut-on réformer des armées quand on sait qu'il y a dans tous les États la psychose du coup d'État, et également que les bailleurs de fonds ne sont pas favorables à financer les efforts militaires des États ? Vous avez raison, il y a plusieurs raisons qui font que ces armées sont faibles. Beaucoup de chefs d'État, comme vous venez de le dire, craignent des coups d'État. Et finalement, à Bamako, on a quand même eu un coup d'État militaire encore récemment, en 2012. D'autre part, les bailleurs de fonds, l'aide au développement, ne veulent pas financer également les armées. Et puis ces armées, dans le cas du Mali, elles ont intégré d'ex-rebelles, n'est-ce pas, l'accord de 92, et c'est encore prévu de nouveau avec l'accord d'Alger. Il y a 60 000 personnes qui demandent à être intégrées dans l'administration ou dans l'armée, et il y avait 16 000 personnes dans l'armée malienne. Donc vous voyez bien que ça va être des intégrations importantes. Ces intégrations, elles déstructurent l'armée, parce qu'un officier qui a fait ses études dans des grandes écoles militaires, qui voit arriver quelqu'un qui est juste rebelle, qui n'a aucun diplôme et qui est intégré quelquefois à un grade au-dessus de lui. Donc ça déstructure, ça démotive. C'est ce qui s'est passé un peu en Côte d'Ivoire. Oui, ça s'est passé en RDC aussi. Ça s'est passé à chaque fois qu'on a fait des accords avec des groupes armés. Eh bien, la solution à ça, elle est compliquée. Je crois qu'il faut que les bailleurs de fonds changent d'idée, changent de paradigme et admettent qu'il faut, au contraire, faire de gros efforts en faveur des armées africaines. Ça commence à venir. On voit que l'Union européenne a changé un peu son logiciel à ce sujet.
Mais pour l'instant, ça reste faible quand même. Et puis, il faut aussi évidemment qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre l'armée et les autorités. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'État militaire, donc c'est une armée républicaine, pourquoi pas ailleurs? Alors, que pensez-vous, Nicolas Normand, du G5 Sahel? Est-il la solution pour pacifier le Sahel aujourd'hui? Écoutez, au départ, ça semblait une bonne idée parce qu'il fallait créer un nouveau concept un peu attractif pour les bailleurs de fonds. On leur disait il y a un problème spécial et on va créer un organisme spécial pour le traiter. Donc il y a eu de l'argent qui a été débloqué. On s'est aperçu ensuite que c'était plus compliqué que ça parce que c'est une grosse procédure, une grosse machine, une usine à gaz presque un peu. C'est-à-dire que qui décide quoi entre les bailleurs de fonds, les États africains, les procédures des bailleurs de fonds. Comme toujours, chaque pays a sa procédure, différente de celle du voisin. Et donc on se noie dans des problèmes bureaucratiques. Et en plus, mettre 5 armées assez faibles, chacune d'entre elles, ensemble, ne fait pas la force, n'est-ce pas? Il vaut mieux quand même... Vous semblez regretter que le Sénégal ne fasse pas partie du G5 Sahel. Oui, surtout l'Algérie aussi, parce que l'Algérie, c'est quand même une très grosse armée, et eux, ils ont un peu la clé du problème, quand même, honnêtement. Ils n'ont jamais bougé militairement. Alors, dans cette crise malienne, le statut de Kidal pose question et laisse droit à toutes sortes de commentaires. Pour vous, l'armée française a offert sur un plateau la ville aux djihadistes. Et aujourd'hui encore, les autorités maliennes n'ont pas accès à Kidal. Alors, comment on règle le problème de Kidal? Je crois que ça va être difficile. Il faudrait sans doute rediscuter de ce qui est prévu dans l'accord d'Alger en matière de régionalisation poussée. Parce que si on prévoit... Régionalisation auquel les autorités maliennes ne sont pas favorables. C'était une concession faite aux séparatistes dans l'accord d'Alger, il faut bien le reconnaître. D'ailleurs, la CMA, c'est-à-dire les anciens séparatistes devenus autonomistes, tiennent beaucoup évidemment à cette disposition, ils l'ont dit. Mais cette disposition, on voit bien qu'elle est risquée, puisque si on donne des pouvoirs législatifs, exécutifs très importants à des gens qui, quand même, dans l'âme, sont séparatistes, qui récemment ont brûlé le drapeau malien à Kidal, quand même, il y a un problème là. Il faut évidemment des garde-fous. Donc, ce n'est pas à moi de dire quelle est la solution, mais je pense que les Maliens vont trouver la solution. Le dialogue national inclusif devrait, ça fait partie de ces termes de référence, rediscuter de cela. C'est d'ailleurs pour ça que la CMA s'en est retirée. Mais alors, comment on sort de l'impasse? C'est une impasse, mais il faudrait... Je crois qu'il faut que les IFORAS et que le MNLA, le HCUA, la CEMA soient plus pragmatiques, soient plus réalistes. On comprend qu'il faut garder certains privilèges à la chefferie traditionnelle. Pourquoi pas? Pas seulement chez les Touaregs, ailleurs aussi. Donc un compromis doit être possible avec les Imrad, qui sont les Touaregs tributaires. On n'est pas obligé de s'affronter quand même. On peut trouver une solution négociée, politique. Le problème, c'est que chacun est armé dans cette affaire et que les tensions sont fortes et que les ambitions sont grandes. Mais il faut faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Des médiateurs seront nécessaires. Il y a des médiateurs de l'Union africaine, il y a le président Buyoya, il y a des médiateurs de l'UMOA. Il faut que ce soit une médiation africaine, bien sûr. Mais 7 ans après, on a l'impression de faire un peu du surplace. On n'a pas résolu le problème de Kidal 7 ans après. Donc, et en plus, ce problème empoisonne la France aussi, il faut le dire, parce que les Maliens, les Africains ne comprennent pas très bien le jeu de l'armée française. Absolument. D'ailleurs, à propos du bilan de cette intervention française, vous jugez qu'il est problématique. Il y a 2 problèmes. Il y a le fait qu'on n'a pas supprimé les groupes djihadistes. Alors c'était peut-être un objectif trop ambitieux. Et surtout, ce n'est pas une solution militaire. Ils ont encore gagné du terrain d'ailleurs. Voilà, ils ont même gagné du terrain. Mais la raison n'est pas militaire. Je veux dire, ce n'est pas par des solutions sécuritaires ou militaires qu'on peut résoudre ce problème. Il est évident qu'il faut une approche beaucoup plus globale et traiter les causes profondes, pas seulement le symptôme. Et d'autre part, l'armée française est suspectée d'aider toujours les séparatistes. Aujourd'hui, elle ne coopère plus avec ces groupes. Elle coopère au contraire avec le MSA et avec le Gassia, qui sont des groupes loyalistes. Néanmoins, on est pour l'application de l'accord de Kidal, le respect du statu quo. Et donc, on est suspecté toujours de s'entendre avec les séparatistes. On ne sait dans quel objectif. Certains imaginent des raisons économiques qui sont évidemment fausses, il faut le dire aussi.
Mais on est un peu pris à notre propre piège parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a fait des erreurs d'analyse, qu'on a été un peu maladroit en s'alliant avec des séparatistes, que peut-être il fallait s'allier avec d'autres groupes, ou bien il ne fallait pas considérer qu'un groupe armé était politique, il fallait demander plutôt à tout le monde de se désarmer. Il y a une contradiction entre un agenda politique et être un groupe armé. Je regrette, dans une démocratie, ce n'est pas possible. Et donc, il n'y avait pas de bons et de mauvais groupes armés, ils étaient tous mauvais. Ils étaient tous mauvais, il fallait les traiter comme ça. Il y a eu une erreur initiale, il serait honnête de la part... Voilà, il serait honnête de la part de la France de le reconnaître. Mais c'est toujours difficile de reconnaître des erreurs pour des dirigeants. Donc, moi, je suis à la retraite, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'obligation de réserve. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'il y a eu des erreurs diplomatiques, des erreurs d'analyse. Alors, Mali, Niger, Burkina Faso, est-ce qu'une paix au Sahel est possible? Alors, il y a d'autres problèmes. Il y a aussi, dans ces nations fragiles, n'est-ce pas, qui ne délivrent pas de services à leur population. La population ne sait plus très bien ce que c'est que l'État, a tendance aussi à ne pas payer d'impôts, à se rebeller dans certains cas. Il n'y a plus de contrat social, il y a une fragilité de la citoyenneté. Et dans ces cas-là, on ne l'observe pas seulement en Afrique, mais partout, il y a une montée des phénomènes identitaires. On l'observe même en Europe, même en France. Eh bien, donc il y a des tensions interethniques, intercommunautaires qui peuvent apparaître. En plus, certaines communautés se sentent discriminées. Quelquefois, il y a des amalgames qui sont faits. Je pense aux Peuls en particulier, et notamment au Burkina Faso, mais aussi au Mali. Les Peuls se sentent discriminés parce que beaucoup de gens disent pas mal de djihadistes sont Peuls, donc tous les Peuls seraient djihadistes. C'est absurde, bien sûr. Mais ça peut pousser quelquefois les Peuls aussi pour se défendre, se protéger, à rejoindre des groupes djihadistes. Et en tout cas, il faut éviter évidemment tout antagonisme entre les Peuls et d'autres communautés. Au Burkina, il y a peut-être un risque entre les Mossi et les Peuls, on le dit maintenant. C'est très dangereux. Cette focalisation, Freud en parlait déjà, n'est-ce pas, le narcissisme des petites différences, se focaliser sur des petites différences qui ne méritent pas du tout de se battre. Optimiste malgré tout? Écoutez, c'est dur de l'être aujourd'hui pour le Sahel, mais je pense que si la communauté internationale change un peu ses manières de procéder, aide les armées, aide la police, aide la justice, et aussi aide les États à se consolider, plus qu'en faisant des petits projets de développement comme on fait d'habitude, à ce moment-là, ça peut marcher. Voilà. Il y a quand même une mobilisation internationale. Donc il faut essayer d'en tirer quelque chose de positif. Et puis je crois que le Mali a évité le pire en 2012. Il y a une résilience quand même. C'est une vraie nation, le Mali. Il y a une vraie histoire ancienne. Ouais, un empire. Hein, oui, il y a eu des empires. Donc il y a une résilience. Donc ces raisons donnent la possibilité d'espérer. Merci Nicolas Normand.